monsieur, bienvenue dans Vox News, votre rendez-vous quotidien de l'actualité. Je suis Fanny Wegscheider. À la une de l'information de ce mardi 25 avril 2017. Au Cameroun, le journaliste de Radio France Internationale Ahmed Abba a été condamné à 10 ans de prison ferme. Un important accident de la route a fait au moins 26 morts au Kenya sur l'autoroute entre Nairobi et Mombasa. Et enfin, ce 25 avril marque la journée mondiale de lutte contre le paludisme, cette maladie infectieuse également connue sous le nom de malaria. Bonsoir à tous. Le verdict est tombé alors que le procureur avait requis la perpétuité. Le journaliste camerounais Ahmed Abba a été condamné lundi à 10 ans de prison ferme. Le correspondant de Radio France Internationale en langue haoussa a été reconnu coupable par le tribunal militaire de Yaoundé de non-dénonciation d'actes de terrorisme et de blanchiment d'actes de terrorisme. Ahmed Abba a en revanche été déclaré non coupable du chef d'apologie du terrorisme. Le journaliste qui risquait la peine de mort début avril est soupçonné par les autorités camerounaises d'avoir collaboré avec le groupe djihadiste Boko Haram et de ne pas avoir partagé les informations qu'il détenait. Il a été arrêté fin juillet 2015 à Maroua. Le journaliste qui clame son innocence a également été condamné à verser 55 700 000 francs CFA, soit l'équivalent d'environ 85 000 €. Il risque 5 ans de prison supplémentaire en cas de non-paiement de cette amende. L'organisation de défense des droits de l'homme Amnesty International estime que la condamnation d'Ahmed Abba est, je cite, un procès injuste et un travestissement de la justice. Les employeurs du journaliste à Radio France Internationale se disent consternés par le verdict, alors que ses avocats ont décidé de faire appel. Mais compte tenu du fait que nous avons la conviction profonde, parce que nous connaissons ce dossier, qu'il n'y a rien dans ce dossier, que M. Ahmed Abba n'a jamais posé quelque acte contre son pays, nous avons, en accord avec notre client, décidé d'interroger à tel appel cette décision et de faire réexaminer, n'est-ce pas, ce dossier par les juges d'appel. Nous pensons qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est la condamnation même du métier de journaliste. C'est ça qui est très grave. On ne peut pas condamner une personne qui fait son métier, qui le fait si bien et qui finalement se retrouve en prison. Nous nous posons la question sur les droits de l'homme au Cameroun, les droits d'expression, le droit de la presse libre. Ahmed Abba a été condamné pour blanchiment de produits d'actes de terrorisme et pour non-dénonciation. À aucun stade du procès, aucun élément de preuve n'a jamais été apporté de ces deux infractions. Donc notre réaction est assez simple. Nous allons poursuivre en appel afin que l'innocence d'Ahmed Abba soit reconnue. Un important accident de la route a fait au moins 26 morts au Kenya, 24 sur place et 2 à l'hôpital des suites de leurs blessures. Une collision a eu lieu entre un bus et un camion dans la nuit de lundi à mardi sur l'autoroute entre Nairobi et Mombasa, la deuxième ville du pays. Plusieurs autres blessés sont toujours soignés à l'hôpital de Makindu, selon le chef de la police de Kibwezi. Une autre source policière a précisé les circonstances de l'accident. Le bus aurait tenté de doubler plusieurs véhicules quand il est entré en collision avec un camion qui transportait de l'essence. La police routière kenyane estime que 3000 personnes meurent chaque année sur les routes du pays. L'Organisation mondiale de la santé évoque, elle, un chiffre de 12 000 morts par an. En guerre civile depuis décembre 2013, le Soudan du Sud fait face à de nombreux défis pour se relever de la crise qu'il traverse. Eugène Nindorera, le directeur des droits de l'homme de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, a déclaré que la question de l'impunité est l'un de ces défis. Le responsable de la MINUS, en visite de 5 jours à Wao après une vague de violence qui a tué 19 soldats et 28 civils, s'est étonné que personne n'ait été arrêté en dehors d'éleveurs de bétail. À l'heure actuelle, personne n'est vraiment détenu, bien que le gouverneur ait mentionné qu'un certain nombre de personnes aient été arrêtées. Mais d'après nos enquêtes, ceux qui ont été arrêtés, les gardiens de bétail par exemple, l'ont été parce qu'ils étaient en possession d'armes illégales. Il est donc très important de veiller à ce que ceux qui sont impliqués soient tenus responsables. J'ai entendu beaucoup de gens qui s'inquiètent pour leur sécurité et qui ne font pas vraiment confiance aux forces armées. Je pense qu'ils ont plus confiance en les services de sécurité nationale et ce qu'ils recherchent. Il y a de nombreux besoins en termes humanitaires et c'est un autre défi pour les acteurs humanitaires. Il est donc important de s'assurer que ceux qui ont commis ces meurtres seront tenus responsables.
Donc nous ferons le suivi ici à Wao, mais aussi à Djouba, de sorte que ce que dit le gouverneur et même le gouvernement va être mis en œuvre correctement. Promouvoir la paix dans ce plus jeune pays du monde doit passer par tous les moyens et c'est celui de l'humour qu'a choisi l'organisation non gouvernementale Free Voice. En collaboration avec l'ONG, la mission des Nations Unies au Soudan du Sud a présenté dimanche à Djouba Comédie pour la paix, un spectacle qui avait pour but de diffuser un message de paix et d'unité à travers la diversité ethnique, culturelle, politique et idéologique qui existe au Soudan du Sud. Autre objectif de l'événement, selon la MINUS, sensibiliser au rôle de la mission dans le pays et dissiper les idées fausses. Des centaines de spectateurs ont assisté à Comédie pour la paix, auxquels ont participé de célèbres comédiens du pays. Parmi eux, Diouloual Atent Loual et Thomas, qui ont tenu à saluer cette tentative de réconciliation par l'humour. La comédie au Soudan du Sud se développe parce que nous visons nos gens, quoi qu'ils fassent dans leur vie quotidienne. Et quand nous nous réunissons et faisons de la comédie, puis ils rient, cela libérera ces mauvaises choses ou ces tumeurs de leur cœur. Et alors, ils auront une tranquillité d'esprit. Cette comédie pour la paix, c'est vraiment un excellent travail de l'AMIS et c'est une très grande contribution au Soudan du Sud. C'est un très bon événement qui, lorsqu'il se produit de temps en temps, vous pouvez envoyer des messages de paix aux gens, parce que notre pays a besoin d'une paix urgente. Ainsi, de tels événements sont très importants si la mission de l'ONU peut le faire dans différentes villes, non seulement dans la ville de Djouba, mais dans d'autres villes aussi, afin que le message de paix puisse atteindre la société. En Afrique de l'Ouest, 20 personnes au moins sont mortes lundi dans le naufrage d'une pirogue au Sénégal. L'embarcation a chaviré dans la soirée à Bettenty, dans le centre du pays. Parmi les 72 personnes présentes dans le bateau, seules 51 ont pu être sauvées. La cause de l'incident n'est toujours pas connue. Au-delà des 20 corps retrouvés sans vie, majoritairement des femmes, puisque seuls 2 hommes étaient dans la pirogue, une autre personne reste portée disparue. Les recherches se poursuivent pour la retrouver. Restons en Afrique occidentale, direction la Côte d'Ivoire à présent, où une réunion de crise s'est tenue lundi à Abidjan sur la baisse du prix du cacao. Plusieurs dizaines de pays producteurs ont réfléchi aux solutions durables à apporter à la baisse mondiale du cours du cacao. En attendant l'inauguration ce mardi dans la capitale économique ivoirienne du siège de l'Organisation internationale du cacao, l'ICO, les participants ont relevé l'urgence et la nécessité de travailler ensemble pour adopter des stratégies efficaces en vue de résoudre les problématiques du secteur. Pour Luis Valverde, le président de l'ICO, chacun doit assumer ses responsabilités. Aussi a-t-il prévenu que si les pays continuent d'avoir des démarches solitaires, ils n'atteindront pas leurs objectifs. Pour le ministre ivoirien de l'Agriculture, Mamadou Koulibaly, l'effondrement de l'économie cacaoyère est aussi un danger pour la paix et la stabilité dans le monde. Toujours en Côte d'Ivoire, un mot de politique à présent. Pour les politologues, le pouvoir se prend parcelle par parcelle. Après avoir perdu la présidence en 1999 sous la menace des armes, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire change ses manières de faire pour reconquérir ce pouvoir. Il a notamment fait du parti présidentiel, le Rassemblement des Républicains, un allié. La plus ancienne formation politique ivoirienne est déterminée à reprendre le pouvoir d'État perdu à la suite du putsch perpétré en 1999 par le général Robert Gueye. Allié du parti d'Alassane Ouattara, actuel président du pays depuis la présidentielle de 2010, le PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, fondé par le premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, s'est mis en mission pour le palais à la faveur de la célébration de ses 71 ans d'existence il y a quelques jours, marqué par un séminaire et une conférence de repositionnement sur les thèmes secrétariat exécutif et CAP 2020, bilan et perspectives, et PDCI-RDA face à de nouveaux défis, rôles et responsabilités dans l'espace politique national, des prières dans les mosquées et églises et une décoration de militants dont les actions de certains avaient fâché lors de la présidentielle de 2015 la direction du parti. Et si Amara et Charles Konan Bani, au cadre du parti, en effet candidats au dernier scrutin présidentiel contre Alassane Ouattara soutenu par le PDCI, ont été élevés au grade de grand officier dans l'ordre national du Bélier. Un acte de réconciliation qui devra sûrement traduire aux membres des autres chapelles politiques
que tout est en marche au sein du parti de Henri Konan Bédié. Le PDCI a ainsi décidé de se donner les moyens pour la reconquête du pouvoir d'État en 2020, au moment où tout semble se dégrader entre lui et son allié le RDR, le Rassemblement des Républicains, dont les sorties de certains responsables, notamment l'ex-ministre Sissy Bakongo et d'autres personnes qui déclarent n'avoir pas lutté pendant des années pour seulement 2 mandats à la présidence de la Côte d'Ivoire. La doyenne des formations politiques ivoiriennes voudrait éviter toute surprise aux prochaines élections. Elle a d'ailleurs recommandé, lors de ses activités commémoratives, la reprise du découpage électoral actuel suivant des critères objectifs préalablement acceptés par tous. La mise en place de structures électorales performantes et une plus forte implication des responsables du parti dans le processus électoral. Des projets majeurs s'inscrivant dans son plan d'action 2017-2020. Le PDCI a désormais le sommeil léger et veille au grain, car son allié politique, le RDR, pourrait devenir un redoutable adversaire en 2020 et même bien avant. Je vous l'annonçais en titre, ce 25 avril marque la journée mondiale du paludisme. Après avoir annoncé lundi la mise au point d'un vaccin test contre la maladie dans 3 pays africains, l'Organisation mondiale de la santé a dressé ce mardi un bilan de cette maladie en insistant sur l'importance de la prévention et de l'investissement. Pour l'organisation, des avancées notables ont été réalisées. Au cours de la période 2010-2015, le nombre de victimes a par exemple diminué de 31%, un chiffre encourageant. Les principales raisons de ce succès, la prévention auprès des femmes enceintes, qui a par exemple été multipliée par 5 en 5 ans dans 20 pays africains, la généralisation de la pratique de la pulvérisation d'insecticides à l'intérieur des habitations, ou encore le déploiement de moustiquaires imprégnés d'insecticides. Rien qu'en Afrique subsaharienne, en première ligne, avec 90% des cas de paludisme et 92% des décès, 53% de la population à risque utilise ces moustiquaires, soit une augmentation de 23% par rapport à 2010. Malgré tout, pour l'OMS, cette progression reste insuffisante et inégalement répartie. Le nombre de cas et de décès diminue plus lentement en Afrique et en Méditerranée orientale que dans le reste du monde. Plus de 429 000 personnes en moyenne meurent chaque année du paludisme, également appelé malaria. Cette maladie infectieuse est due à des parasites transmis à l'homme par des piqûres de moustiques femelles infectées. À l'international, la France se prépare à avoir le 7 mai son plus jeune président de la République ou bien sa première femme. La situation est d'autant plus inédite que les 2 candidats finalistes n'appartiennent à aucun des partis traditionnels qui ont gouverné la France jusque-là. 15 ans après l'échec de son père Jean-Marie, fondateur du parti du Front National, Marine Le Pen déclare avoir fait campagne au nom du peuple avant de revenir à ses fondamentaux sur l'immigration et la lutte antiterroriste. Lundi, la candidate d'extrême droite s'est mise en congé de la tête du FN pour la période de l'entre-deux tours. Je vous propose son portrait. 15 ans après son père, Marine Le Pen, la présidente du Front National, atteint le 2e tour de l'élection présidentielle française. La première étape qui doit conduire les Français à l'Élysée est franchie. Ce résultat est historique. Il fait reposer sur moi désormais la responsabilité immense de la défense de la nation française. La fille cadette de Jean-Marie Le Pen, née Marion Anne Perrine Le Pen, a remplacé son père à la tête du Front National en 2011. Elle s'est depuis évertuée à dédiaboliser son parti. Un pari remporté par la présidente du parti d'extrême droite. En 2012, elle obtient près de 18% des suffrages à l'élection présidentielle. La bataille de France ne fait que commencer. 5 ans plus tard, Marine Le Pen se qualifie pour le second tour avec 21,5% des voix. Elle arrive en tête dans 48 départements français. Aujourd'hui, l'électorat du Front National est essentiellement un électorat populaire qui se trouve parmi les 18-65 ans, c'est-à-dire les personnes qui travaillent. Sur fond de crise économique et d'attentats, le programme du Front National est centré autour de la lutte contre l'immigration et de la priorité nationale. Il séduit désormais un électorat décomplexé, plus féminin et plus urbain. Les problèmes judiciaires, Marine Le Pen aurait rémunéré des cadres de son parti aux frais du Parlement européen, n'ont visiblement pas freiné ses électeurs. Élue locale dans le Nord depuis 1998, députée européenne depuis 2004, l'avocate de formation n'a jamais participé à aucun gouvernement, un argument que lui renvoient ses détracteurs qui la disent incapable de gouverner. Face à Emmanuel Macron, tous les sondages la donnent pour le moment perdante le 7 mai prochain. Et qui est l'adversaire de Marine Le Pen, Emmanuel Macron, décrit comme un ovni politique?
À 39 ans, ni de droite ni de gauche et jamais élu auparavant, le centriste est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle française. Cet ancien ministre qui défend avec ténacité sa volonté de bousculer les clivages traditionnels pourrait donc devenir le plus jeune président français. Il pourrait devenir le plus jeune président de la Ve République. À 39 ans, Emmanuel Macron s'est qualifié pour le second tour de la présidentielle, alors qu'il est candidat pour la première fois à une élection. Le défi est de décider de rompre jusqu'au bout avec le système qui a été incapable de répondre aux problèmes de notre pays depuis plus de 30 ans. Sciences Po, ENA, Banque Rothschild, Emmanuel Macron a un CV bien rempli. Il se présente régulièrement candidat de l'antisystème, mais a emprunté la voie royale des élites françaises. En 2012, François Hollande le nomme secrétaire général adjoint de l'Élysée, puis le propulse ministre de l'économie. Mais au printemps 2016, il démissionne du gouvernement, crée son mouvement En Marche et se lance à la conquête de la magistrature suprême. C'est une nouvelle qui va permettre à la croissance française de continuer son rétablissement qui était le sien depuis à peu près 18 mois. Et donc globalement, il n'y aura pas de gros chocs sur l'économie française et donc une progression régulière de la croissance économique. Son programme pro-européen séduit les économistes, lui qui se dit ni de droite ni de gauche. Libéral en termes d'économie et de société, il plaît aux jeunes urbains et aux milieux d'affaires. Son adversaire au second tour, Marine Le Pen, dénonce sa faiblesse dans la lutte contre le terrorisme. Pour le moment, tous les sondages le donnent gagnant le 7 mai face à la candidate du Front National. Lui n'est plus prétendant à la présidence, il n'est même plus président, c'est Barack Obama. Après 3 mois de vacances, l'ancien président américain est sorti de son silence lundi en participant à une conférence à l'université de Chicago. À son arrivée, l'ancien chef de l'État a été accueilli par une standing ovation de près de 500 étudiants. Comme à son habitude, Barack Obama est apparu très détendu et tout sourire, mais sans cravate cette fois-ci. Il s'est notamment permis une plaisanterie en introduction de sa conférence en demandant s'il s'était passé des choses en son absence. M. Obama a ensuite animé une conversation avec 6 jeunes assis à ses côtés sur scène, des lycéens et des étudiants de Chicago. Dans son discours, il a notamment déploré l'influence de l'argent et des groupes d'intérêt en politique, les redécoupages partisans des circonscriptions électorales ou encore la polarisation croissante des médias. Pour Barack Obama, seuls les jeunes Américains peuvent résoudre les problèmes du taux de participation aux élections américaines, jugé comme l'un des plus faibles de toutes les démocraties. Avec cette première sortie publique depuis la fin de son mandat présidentiel, Barack Obama a lancé la nouvelle phase de sa carrière, encouragé donc une nouvelle génération d'Américains à s'engager en politique et à faire émerger la prochaine génération de leaders. La chose la plus importante que je puisse faire est d'aider à préparer la prochaine génération de leaders à prendre le relais pour tenter de changer le monde. Si cela se produit, je pense que tout ira très bien pour nous et je suis incroyablement optimiste. Écoutez ces quelques réactions de personnes présentes à cette conférence. C'était génial. Il a vraiment misé sur les étudiants qui étaient là pour prendre part à un genre d'assemblée publique. Il a beaucoup parlé de ses espoirs pour le futur et comment il souhaite interpeller les jeunes et mieux les aider alors qu'il entame une nouvelle phase de sa carrière. Il a aussi longuement parlé de son nouveau rôle de citoyen qu'il considère très important. Je pense qu'on va juste le voir davantage s'impliquer auprès des jeunes et les encourager, leur faire comprendre que c'est leur opportunité de provoquer des changements, de s'impliquer, d'accomplir des choses. Je pense qu'il sera un genre de meneur pour les jeunes. Son rôle sera de stimuler les gens et non d'être leur leader. Il a fait sa part. Il a été président. Maintenant, il doit insuffler de l'énergie et créer du renouveau au parti. Au Bénin, à présent, le circuit international de tennis des 14 ans et moins s'est tenu à Cotonou toute la semaine dernière. Lors des finales jouées samedi sur les cours du stade Mathieu Kérékou, le Togo a affronté la Côte d'Ivoire chez les filles, tandis que 2 Nigérians se sont croisés chez les garçons. Romuald Vissot pour le reportage. Togo-Côte d'Ivoire pour cette finale féminine du circuit ITF des 14 ans et moins de Cotonou. La Togolaise Vania Dossé a pourtant mal lancé le jeu en perdant le premier set 4-6. L'Ivoirienne Sadio Koulibaly lâche le deuxième set 6-7 avant de concéder encore le troisième set 4-6 à son adversaire venu du Togo. Ça a été difficile. Pourquoi ça a été difficile? Parce que l'adversaire aussi ne lâchait pas les points.
Aujourd'hui, là, je ne peux pas dire qu'elle a mieux joué par rapport à l'autre, mais la différence, c'est qu'elle a été un peu plus physique que l'autre. Ce que moi j'ai constaté, c'est que l'autre a été un peu touchée physiquement et elle a su gérer le reste avec son physique qu'elle avait. Le match de la médaille d'or chez les garçons a mis aux prises deux Nigériens, Mathieu Abamou et Emmanuel Djeboutou. Abamou, très intelligent, a réussi à faire plier le match en gagnant 2-7-0. Il tire quand même un coup de chapeau à son adversaire qui lui a donné du fil à retordre. Mon vis-à-vis est un bon joueur. Il est très fort sur les côtés, si bien qu'il ne lâchait pas les points. Des joueurs venus de plusieurs pays africains ont participé à ce circuit ITF des 14 ans et moins. Le Sénégal était aussi présent à Cotonou pour une première participation à une telle compétition. Les jeunes Sénégalais sont venus apprendre d'après leurs responsables. On était au fait venus découvrir. Donc, en gros, nous, on peut dire, à l'apprentissage. La participation à un tel circuit ITF permet aux jeunes tennismen africains d'arranger leur position dans le classement ATP. Terminons ce journal en musique. Au Sénégal, la 25e édition du Festival de jazz de Saint-Louis a débuté lundi sous haute surveillance de crainte d'attentats djihadistes. Le prestigieux événement est réputé dans le monde entier, se tiendra jusqu'au 1er mai. De grands noms de la musique américaine sont au programme de cette 25e édition. L'organiste et bluesman Lucky Peterson ou encore Lisa Simone, la fille de Nina Simone. Ce mardi soir, c'est notamment l'Américain Marcus Miller qui livrera sa prestation. Tous ces artistes internationaux se produisent aux côtés de brillants musiciens africains. Parmi eux, par exemple, le Congolais Lokwa Kamza ou encore les Sénégalais Baba Mal et Cheikh Lo. Des artistes mondialement connus ont contribué à construire la réputation du Festival de jazz de Saint-Louis. Parmi eux, Randy Weston, Herbie Hancock, Elvin Jones, Roy Haynes, Lucky Peterson, donc Liz McComb, Gilberto Gil, Manu Dibango ou encore Ali Farka Touré. Et pour veiller à la sécurité des centaines de spectateurs venus lors de l'ouverture du festival, des centaines de policiers patrouillent en uniforme et en civil autour de la place Faidherbe dans le centre de Saint-Louis. Les sites hôteliers bénéficient aussi de mesures de sécurité drastiques pour que les participants à cet événement culturel ne se soucient que d'apprécier les concerts proposés. La direction de la sécurité publique a donné des instructions pour qu'on ait une occupation constante du terrain et que la police soit visible pour dissuader les éventuels malfaiteurs et sécuriser davantage les populations, créer un sentiment de sécurité dans l'esprit des populations. Cette question occupe en fait le centre de toutes les préoccupations. Vous n'êtes pas sans ignorer que vous ne pouvez pas faire venir des gens d'un tout petit peu partout dans le monde et négliger en fait cet aspect de la sécurité. C'est une programmation qui est renouvelée et enrichie parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient là, qui sont passés, qui sont revenus et parce que tout simplement demandé par le public, parce que tout simplement ayant ravi la scène du festival et parce que tout simplement faisant partie de ceux qui ont été là dès les premiers en fait, moments de ce festival. Et ces gens, le public ne cesse d'en redemander et l'une des rares originalités, c'est de réussir en fait une programmation où vous trouverez de grands ténors en fait du jazz, Marcus Miller, Monty Alexandre, en même temps. Donc pour cette année-ci, on n'a pas qu'une seule tête d'affiche, on a des têtes d'affiche. Et c'est une vitrine pour faire montrer la culture saint-louisienne. C'est grâce au festival que nous avons pu découvrir de grands musiciens de renommée mondiale comme les Marcus Miller, les Ali Farka Touré. Et c'est un hommage musical qui a été rendu en Côte d'Ivoire également lundi. Un an jour pour jour après le décès du célèbre chanteur congolais Papa Wemba, une place à son nom a été inaugurée à Abidjan sur le site du FEMUA, le Festival des musiques urbaines. C'est lors de ce festival en 2016 que l'artiste originaire de la République démocratique du Congo s'était effondré sur scène, laissant orphelins tous les amoureux de la musique africaine et ses proches artistes. C'est le ministre ivoirien de la Culture qui a découvert la plaque fixée sur la place Papa Wemba, aux côtés de son homologue congolais et en présence des deux filles du défunt et de son orchestre Viva la Musica. Une gerbe de fleurs avait également été déposée sous un poster géant du musicien. Officiels et artistes ont rendu un hommage ému à ce géant de la musique, saluant notamment l'immense héritage culturel qu'il a laissé derrière lui. Comme on a coutume de le dire, un artiste ne meurt jamais. Papa Wemba s'en est allé, mais son héritage demeure. Il nous appartient, artistes d'Afrique et d'ailleurs, d'assumer cet héritage culturel colossal qu'il nous a légué, Papa Wemba.
Papa Wemba aura laissé derrière lui une carrière artistique bien remplie. Son grand mérite, c'est d'avoir largement contribué à faire connaître la rumba congolaise à l'international. Il a lessivé ce genre musical en ajoutant notamment des instruments électroniques. Papa Wemba a laissé pour la postérité et en partage un testament musical aussi riche que varié et dont le florilège est une véritable école pour la jeune génération de musiciens africains. C'est la fin de ce journal. Avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres développés ce soir. Au Cameroun, le journaliste de Radio France Internationale Ahmed Abba a été condamné à 10 ans de prison ferme. Ses avocats feront appel. Un important accident de la route a fait au moins 26 morts au Kenya sur l'autoroute reliant Nairobi à Mombasa. Et enfin, ce 25 avril a marqué la journée mondiale de lutte contre le paludisme, cette maladie infectieuse également connue sous le nom de malaria. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un nouveau journal Vox News. Bonne suite de programme sur Vox Africa.